Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 19 mars au moment où je tourne cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une thématique bien précise qui ressort en synchronicité. Hier j'ai eu le cas en coaching et ce matin j'ai regardé la révision 17. Comme en ce moment c'est la révision 17 au moment où je tourne cette vidéo, et notamment la vidéo sur l'arnaque financière, que je remettrai peut-être ici en dessous, où il y a une phrase qui fait complètement écho à ça. Et la thématique, c'est dans cette vidéo d'arnaque financière, je ne sais plus comment j'avais dit ça, mais j'avais expliqué que c'était une synchronicité à bien retenir dans ce défi d'arnaque, c'est que la personne allait vous faire monter en panique et en peur, et ensuite elle allait être cette personne qui allait vous sauver. Vous vous rappelez de cette information-là? En fait, on va parler de cette thématique-là aujourd'hui, des gens qui jouent à ça. Ah ben oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Je l'avais écrit en plus hier aussi, là, parce que ça suffira pas. Il faudra aussi que je refasse une petite capsule sur cette thématique, bien que, je l'ai bien compris, vous n'aimez pas du tout les capsules. Mais je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas les capsules. C'est ces petites vidéos courtes qui durent max 15 minutes, qui sont une clé de compréhension dans le labyrinthe 2, et qui sont des choses importantes, et vous les aimez pas. J'ai un nombre de vues hyper bas sur ces vidéos-là, alors que c'est des clés de puzzle importantes. N'hésitez pas à me dire pourquoi, en dessous, vous n'aimez pas ces capsules. Je sais pas, vous me direz pourquoi vous n'aimez pas ces capsules. Est-ce que c'est parce que c'est court? C'est les titres qui vous parlent pas? Je sais pas, je sais pas pourquoi vous les aimez pas, vous les regardez pas. J'ai un nombre catastrophique, un nombre de vues catastrophique sur les capsules. Et pourtant, c'est vraiment là-dessus que vous êtes testé. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne sais pas. Bref, cela fait écho. Je vous avais republié cette chose-là, je crois, hier, non? Est-ce que je l'ai republié hier? Non. C'est un peu cette idée que la personne, c'est elle qui vous jette du bateau. Et ensuite, une fois que vous êtes en train de vous noyer, elle va vous lancer une bouée et vous rappeler, et bien vous rappeler toute votre vie que c'est elle qui vous a sauvé de la noyade. Donc en fait, c'est elle qui vous crée le trauma, c'est elle qui vous crée la souffrance, mais après, elle vient vous sauver de ça. Et elle en tire une gloire et un bénéfice, quelque chose, d'être la personne qui vous a sauvé de ça. Alors qu'en fait, de base, c'est elle, votre bourreau. Vous voyez, elle vous jette du bateau, elle vous pousse. Vous avez le dos tourné, elle va vous pousser dans le bateau, ni vu ni connu. Et après, elle arrive en courant et elle vous jette une bouée. Tu as vu, je t'ai sauvé. Hein. Et 10 ans après, mais rappelle-toi quand je t'ai sauvé de la noyade. Vous voyez, on est actuellement encore dans le portail de la fourberie. Eh bien ça, c'est typiquement un mécanisme fourbe. Donc là, vous allez devoir... Je fais exprès de parler lentement pour vous laisser penser, cogiter à cette notion-là, pour essayer de voir autour de vous si vous avez quelqu'un qui vous le fait actuellement. Qui est cette personne qui fait ça? Et j'avais envie de vous partager une anecdote qui est arrivée à un runner
en coaching et je voulais vous raconter ça pour vous montrer sur un cas concret comment ça peut se passer et comment le runner a vraiment un énorme problème avec sa mère. Ça, je l'ai toujours dit. Hein. Le lien entre le runner et sa mère est très dysfonctionnel. Et bien là, ça ressort encore. D'accord ? Donc, je vous ai donné la théorie. On va voir un cas concret, pratique. Ok ? Donc, c'est un runner, femme, qui vit chez ses grands-parents parce que sa mère a une dépendance affective avec les hommes et quand elle a un nouveau mec, elle se casse vivre chez le mec. Quand elle se fait larguer, elle revient vivre elle-même chez ses parents. Elle n'a pas vraiment de maison à elle. Non, parce que pour combler son manque affectif, son fric, elle le donnerait bien aux hommes pour acheter cette présence. Sa fille passe après. Et elle, c'est les grands-parents qui l'éduquent. Mais des grands-parents dysfonctionnels, puisque la mamie a un problème avec l'alcool, donc en fait, on ne peut pas dire que la gamine est dans un environnement confortable. Non. La mère laisse l'enfant dans un environnement compliqué. Mais elle a mieux à faire. Il y a très longtemps, quand je tournais des vidéos qui parlaient de la toxic mama, je racontais souvent en canalisation. C'était la canalisation qui était comme ça, où ça parlait beaucoup que toxic mama, elle a des amants, qu'elle a des amants. Malgré, même si elle a l'air d'une vierge effarouchée, non, toxic mama a des amants. Et vous voyez, forte contraction. C'est quelque chose que je n'évoque plus depuis quelque temps dans les vidéos parce qu'on parle beaucoup moins de toxic mama. Il y a des vidéos sur elle, voilà. Mais là, inévitablement, ça fait écho à ces anciennes vidéos qui évoquaient ce point-là. Vous voyez ? Et dans ces fameuses vidéos, on expliquait que Toxic Mama, j'essaye de me rappeler, que Toxic Mama, c'était quelqu'un qui a pu mettre en danger ses enfants avec des amants obsédés du cul et incestueux, même avec les enfants. C'est-à-dire qu'elle, complètement névrosée par sa dépendance affective ou son fric, parce que parfois c'était l'argent, il y a toujours un problème avec l'argent. Vous voyez, là, dans cet exemple, Toxic Mama donne de l'argent, parce que l'argent, c'est toujours le pouvoir pour avoir, aux hommes pour les avoir et les acheter. Ça revient tout le temps, vous voyez. Et puis, certaines, elles s'intéressent beaucoup aux hommes qui ont de l'argent. En tout cas, il y a toujours un truc dysfonctionnel avec l'argent. L'argent est intéressant pour elles, énormément. L'argent, c'est le pouvoir. Ça permet de tout acheter. Oui, ça, voilà. C'est typique des personnes toxiques, malheureusement, c'est que c'est leur vision. C'est pour ça qu'elles sont très intéressées par l'argent, car c'est un outil important pour avoir, pour acheter ce qu'on a envie d'avoir. Et on achète les gens. Voilà. Par rapport à cette notion-là, on disait beaucoup dans les anciennes vidéos que la toxic mama a pu avoir connaissance par son enfant, le runner, que telle personne a abusé de moi et elle a pu ignorer et étouffer l'affaire de chute, il ne faut pas en parler, parce qu'en réalité, elle, c'est parfois un de ses amants cachés, par exemple si c'est l'entraîneur de sport de l'enfant, ou quelqu'un dans la famille qu'elle se tape, ou elle se tape le père, voilà. En tout cas, voilà. Et donc, chut, il ne faut pas en parler, tu as dû te faire des idées,
il ne faut pas que tu en parles, chute, 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 parce qu'en réalité, elle, ce qu'elle veut, c'est protéger son image, et elle sait que si elle s'en va au conflit à dire « Quoi? Tu as abusé de mon enfant, je vais porter plainte, je vais porter procès », ça va se savoir qu'elle avait une relation avec l'autre, parce que l'autre va finir par l'avouer dans son truc pour se blanchir. Vous voyez, non, elle dit ça, c'est parce qu'en fait, voilà, on a une liaison, je l'ai laissé tomber. Vous voyez, ce genre de truc. Elle a tellement peur pour son image que l'on apprenne qu'elle trompe, qu'en général, elle va faire passer l'enfant de toute façon après, parce que la toxic mama fait toujours passer ses enfants après le pouvoir, après ce qu'elle a envie d'avoir. Dans The Crown, la reine s'occupe pas de ses enfants. Elle les fait passer après son pouvoir, son image. On est là aussi. Hein, vous voyez, tout se recoupe. Et ça, c'est très fréquent. Les toxic mamas n'ont pas eu d'écoute envers le runner, ce qui a créé chez lui une énorme injustice et une énorme trahison. Vous voyez? Mais malgré ça, toujours cette quête de vouloir être aimé de cette mère. Vous vous rappelez, dans The Crown, il y avait aussi cet épisode où il y avait un jeune homme, lui, il s'était marié avec la sœur de la reine en pensant impressionner sa mère. Vous voyez, toujours cette quête du Saint Graal de toute la vie, vouloir être regardé de sa mère, vouloir être aimé de sa mère. Il y a souvent un peu cette quête, vous voyez, de cet enfant qui recherche l'attention de sa mère. Dans l'exemple concret que là, je souhaite vous relater, ma piou-piou m'expliquait que quand ma mère était larguée par son mec et qu'elle revenait vivre avec nous, j'étais toujours heureuse car je me disais que ce serait super, ouais, ça y est, on allait enfin vivre ensemble, enfin je vais vivre avec ma mère. Eh ben non, parce que dès qu'elle avait un nouveau mec, elle repartait. Vous avez déjà eu des gens comme ça autour de vous? Moi oui, j'ai eu une amie, elle me connaissait que quand elle était larguée. Et dès qu'elle était en liaison avec un mec, elle n'en avait rien à foutre de moi, hein. Elle me laissait choir. Hein. Elle me connaissait que quand elle était larguée. Elle m'utilisait comme un bouche-trou. C'est extrêmement laid, hein. C'est extrêmement laid. On dit toujours, il n'y a pas plus méchant qu'un gentil dont le seuil a été franchi. Vous saviez, il y avait cette phrase. C'était ça, c'est qu'en fait, j'ai souvent passé l'éponge avec elle, puis un jour, je lui ai envoyé un message le matin en disant, à compter de ce jour, considère que je n'existe plus. Ah ouais, c'était mort. Bon, ça serait très long à vous raconter tout ce qui s'est passé en historique. Peut-être qu'un jour je le ferai si les guides trouvent que c'est nécessaire pour faire travailler peut-être les liens amicaux dans une vidéo. Pourquoi pas? J'ai rien à cacher sur ce sujet. Mais là, on ne va pas se détourner du sujet. D'accord? Mais essayez de réfléchir à ces gens qui fonctionnent comme ça et peut-être même que c'est vous qui fonctionnez comme ça dans votre dépendance affective. C'est possible. Par rapport à vos enfants, par rapport à vos amis, essayez d'y réfléchir. Est-ce que vous utilisez des gens comme des bouches-trous? J'ai eu une contraction. Hein. Donc là, il va falloir réfléchir à cette vision-là, déjà. Ensuite, cette maman ne vit donc pas avec sa fille. Elle n'est pas sécure puisqu'elle la met entre les mains de ses propres parents dysfonctionnels. Ceci dit, il y en a beaucoup parmi vous qui laissez parfois un peu trop les enfants avec certains de vos parents qui sont extrêmement toxiques. Mais parce que vous y trouvez un profit. Vous y trouvez un profit. Parfois, c'est un profit financier.
Parfois, c'est pour travailler 3 fois plus, parce que le travail passe à juste place. Parfois, c'est encore pour être aimé. Vous utilisez votre enfant pour être aimé de votre parent. Je ne vais pas lui retirer son jouet. Mon enfant, c'est mon jouet. Je vais m'en servir pour être aimé de mon parent. Il y a plein de choses à explorer, à cogiter. Et parfois, c'est totalement OK parce que vos parents ne sont pas toxiques à un stade. Ça, c'est à étudier au cas par cas en coaching. D'accord? Parce que parfois, certains d'entre vous ont des parents qui se sont drôlement améliorés. Il y a des parents qui sont... ça va, hein? Vous n'avez pas tous des parents avec un niveau de toxicité extrême. Il y en a qui ont des parents qui sont déjà dans un processus d'amélioration. Parce que vous avez déjà eu des conversations à cœur ouvert avec eux, et les parents ont eu des conscientisations, et voilà, hein. Par rapport à tout ça, contexte, la jeune fille qui avait, quand elle était runner, 16-17 ans à l'époque, vit un chagrin d'amour avec son chaser, déjà à l'époque, et elle se retrouve seule, triste, et là la mère a un super conseil, la mère, qui elle est une nana qui ne sait pas rester célibataire, elle donne un super conseil à sa fille de 16-17 ans, c'est « je vais te présenter quelqu'un, un jeune homme, ouais, pour plus penser à ton chaser, je vais te présenter quelqu'un ». Donc là, on voit la super éducation de la maman toxique. Hein. Pas une maman, mais une maman copine. Mais pas une maman qui fait l'éducation. Non, c'est... Moi, toute ma vie, quand j'ai mal, je remplace par un autre homme. Je ne sais pas rester célibataire. Je vais t'apprendre à faire la même chose. Là, tu es triste. Ben, écoute, il suffit d'aller au rayon mec et t'en choisis un. Tu choisis un nouveau Playmobil. Ça sert à ça. Ouais, ça sert à ça. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Super éducation. Mais comme je vous ai dit, hein, dans la famille du runner, c'est comme ça qu'on est éduqué. On se sert des autres pour répondre à nos besoins, etc. Donc, elle lui propose de lui présenter un mec. Et ce mec, ce sera un pervers narcissique. Donc, elle a jeté sa fille dans la gueule du loup. Oh, on dit merci maman, hein. Ouais, on dit merci maman. Vous savez, je te pousse dans l'eau et après je te jette une bouée. À côté de ça, on le sait dans le parcours FJ, on sait que Toxic Mama est une tierce pour le runner. Et je vous avais même dit, il y a souvent même la sœur et parfois la cousine, qui sont des personnes, on le voit en consultation, qui sont un cercle autour du runner, qui souvent sont les personnes qui vont faire rencontrer des personnes toxiques au runner. Et souvent, faire un peu le côté de t'arranger, de te mettre en couple avec des super relations que j'ai. Lui, le runner, dans son côté naïf et influençable à cette époque-là, quand il était jeune, avec ses lunettes cœur, et j'ai des lunettes cœur maintenant. Tadam, avec ses lunettes cœur, merci aux piou-piou qui m'en ont envoyé, j'ai mis la couleur qui a sorti au gilet aujourd'hui. Il met ses lunettes cœur et il se dit, si c'est ma sœur, si c'est ma mère, si c'est ma cousine qui me présente quelqu'un, c'est automatiquement quelqu'un de qualité. Pas du tout. C'est un pervers narcissique. Mais le runner ne voit pas, puisqu'il a ses lunettes cœur et qu'il idéalise sa famille. Il idéalise la famille, parce que le runner, la famille, c'est ultra important pour lui. La famille, c'est ultra important pour lui. Pourquoi?
Bah parce que sa famille, comme il l'a côtoyé enfant, il manque quelque chose. Et son saint Graal, c'est de venir se créer une famille idéale, la famille du cœur, et c'est sa quête dans sa vie. Ça le sécurise, c'est son conte de fées. C'est son conte de fées. D'accord? Donc, idéaliser les gens autour de moi et me dire que j'ai quand même une famille merveilleuse, c'est le conte de fées de quand je suis enfant, je me raconte ça. Oui, mais le problème, c'est qu'il va garder ça encore comme mécanisme, même adulte. Donc quand il s'agit de rencontrer un conjoint et que c'est cette famille toxique qui présente un conjoint, au secours, au secours, au secours, au secours. Et même parfois, ils en ont fait rencontrer un, ça a été catastrophique, et ah ben je vais retomber dans le même piège, et puis je vais en rencontrer un deuxième et un troisième, toujours faire, toujours par le même cercle. Ouais, j'ai toujours pas appris la leçon, j'ai toujours pas compris que dans ma famille, comme ils sont toxiques, ils ont des relations toxiques. Non. Donc moi, je fonce la tête la première. Là, dans ce cas présent, le runner a 16-17 ans. Donc 16-17 ans, c'est normal d'être encore aveuglé à cette époque-là. Hein. Quand ça vous arrive à 30, 40, 50 ans, c'est quand même vachement moins normal. Pour le coup, cette super relation que la Toxic Mama a fait rencontrer au runner, c'est quelqu'un qui a 50 plus et un obsédé du cul. Je sais pas pour vous, mais quand vous avez 16-17 ans, être en couple avec quelqu'un qui a 50 plus, c'est un âge où l'écart, c'est énorme. Au niveau émotionnel, construction psychologique et émotionnelle, 5 ans à cet âge-là, c'est énorme. Je peux vous dire que moi, quand j'avais 15-16 ans, j'étais amoureuse d'un copain de mon frère qui avait 50 plus que moi. Croyez-moi que ça n'a pas du tout fait sourire ma mère. Hein. Oh punaise, pas du tout. Hein. Non, parce qu'elle se disait, mais l'écart, il est énorme pour cet âge-là. C'est pas ok, ça. Si vous êtes une maman sécure, vous devez avoir conscience qu'à cet âge-là, 5 ans d'écart, putain, c'est sûr, c'est un écart qui, quand vous avez 30-35 ans, 40 ans, on s'en fout de 5 ans de différence. Ouais, mais à cet âge-là, c'est ultra important. Et au final, ce gars était ultra toxique, un pervers narcissique, obsédé du cul. Mais maman, elle regarde pas la qualité, c'est... on va prendre le moins cher, le plus facile à avoir. Tiens, fais pas chier. Regarde, je t'ai remplacé. Voilà, allez, tiens. Le problème est réglé, t'es plus triste. Tiens, c'est bon, je peux revivre amoureuse avec mes copains. Moi, je suis amoureuse. Et on est copines. Je suis ta copine. Vous voyez? Donc vraiment, la mère immature qui fait pas l'éducation. Au final, pauvre runner va tomber enceinte de ce jeune, donc sans doute que l'éducation, contraception, etc., personne s'en est occupé. 16-17 ans, erreur de jeunesse, paf, tombe enceinte, voilà. Sauf que un avortement, c'est traumatisant. Hein. Moi, je m'en suis pas cachée, je vous ai déjà dit, je me suis fait avorter, j'étais plus âgée que ça, certes, ça m'a traumatisée quand même. Moi, c'était pour d'autres raisons. J'ai eu un problème, mais ça m'a traumatisée. J'ai fait une forme de dépression après ça. Hein. Waouh, ça a été hard. Hein. Après ça, moi, j'ai été sous antidépresseur pendant quelques temps. Genre peut-être 1 an ou 1 an et demi. Ah non, ça m'a traumatisée. Hein.
alors que j'avais, je sais pas moi, dans les, je sais pas, je sais plus, entre peut-être 22 ans, c'est ça? Ouais. Donc, pour le coup, euh, la mère qui est pas responsable, voilà, enfin, vraiment. Et là, elle a accompagné sa fille se faire avorter. Fort heureusement, quand même. C'est quand même un minimum. Et là, ça a été quoi la phrase du runner en consultation? Tu vois, maman a toujours été là dans les mauvais moments. Je crois que tu as mis beaucoup de lunettes cœur, runner. Non? Il y en a beaucoup là, non? Il va peut-être falloir retirer un peu les lunettes cœur. Qu'en dis-tu? Parce que moi, je suis extrêmement choquée. Je me dis, mais t'as pas capté que c'est quand même elle qui t'a acheté du bateau, là? Eh ben, c'est là où j'ai retrouvé l'aveuglement du runner. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un runner qui, pourtant, a énormément travaillé son lien toxique avec sa mère, qui veut même quasiment plus lui parler parce qu'il s'est passé tellement, tellement de choses et que cette mère est même toxique avec ses filles, enfin, elle a plein de comportements toxiques, voilà, le pervers narcissique qui n'a pas du tout évolué, qui s'arrange pas, et il s'est déjà passé tellement de choses que c'est un runner qui en veut à sa mère, qui s'est déjà... Et vous voyez, sur des trucs comme ça, là, il y a ce truc qui ressort où on se dit, bah, il reste encore des lunettes cœur. C'est que là, l'analyse, elle n'a pas été faite. Il y a encore ce côté. Pourquoi? Bah, parce qu'il reste cette quête de cette recherche de l'attention de la maman et cette illusion de paillettes sur les moments où elle s'est intéressée à moi. Et en fait, je vais même pas regarder et je vais faire une amnésie que c'est elle qui m'a acheté du bateau. Cette partie-là, ouais, je vais la... Ouais, celle-là, ça fait trop mal de le voir. Ça, je vais le mettre de côté. Mais elle m'a acheté une bouée. Ouais, t'as vu, elle a toujours été là pour moi dans les mauvais moments. Ouais. Et ben en fait, ça, c'est dangereux. Ça, c'est hyper dangereux. C'est-à-dire que vous êtes encore manipulable par des souvenirs qui sont déformés. Vous êtes encore fait des contes de fées. Il y a des trucs que vous avez toujours pas analysés. Et à cause de trucs comme ça, bah, vous êtes capable de vous sentir redevable, de culpabiliser, de ne pas oser dire à un moment en toute authenticité ce que vous avez sur le cœur à cette personne qui abuse, parce que oui, mais cette personne a toujours été là pour moi dans les mauvais moments. Ouais, mais sauf que tu as drôlement déformé la réalité quand même. Retrouve la vue. Il faut savoir qu'il y a des situations où, oui, je vais vous demander d'arrondir les angles, de mettre de l'eau dans votre vin, parce que vous êtes parfois cramponné à une rancœur envers votre parent, où là, quand on analyse, il y a quand même une amélioration de votre parent, c'était il y a longtemps, votre parent, il a évolué entre deux. Et puis, il y a des situations comme ça, où il y a quand même des trucs que vous n'avez pas assez regardé. Et parfois, la situation, elle est bien pire que tout ce que vous avez cru encore. Et dans l'instant présent, le parent continue d'être toxique à l'extrême. Donc c'est un peu au cas par cas. Et ça, je peux que le décortiquer avec vous en coaching. Il y a des situations où c'est waouh, c'est dramatique. Il y a des situations où, à un moment, il y a une amélioration.
Mais souvent, je ne vais pas vous cacher, quand il y a une amélioration, c'est que suite au constat que c'était dramatique, vous allez tellement avoir de colère et de rancœur que vous allez parler à cœur ouvert. Vous allez déballer tout ce que vous avez à déballer. Et c'est suite à ça que le parent va entendre « Waouh, c'est vrai. C'est vrai. » Et j'ai fait de la merde. Mais ce temps-là, entre le moment où vous le dites, parfois ça va prendre des semaines ou des mois pour que la personne ait son déclic, qu'elle encaisse tout ce que vous lui avez dit et que cette personne se dise ouais, non mais c'est vrai que j'ai vraiment fait de la merde. Que toutes les graines aient été semées dans sa tête, que ça redescende, ça cogite et que le parent ait un réveil, une conscientisation de toute la merde que j'ai faite. Et c'est là où il y a une amélioration. Par contre, je ne vais pas vous cacher qu'à chaque fois j'ai vu une amélioration où la relation peut s'améliorer, c'est parce que la personne a vidé son sac et a verbalisé les choses. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Et moi, sur mon parcours, c'est comme ça que ça s'est passé, sauf que moi, j'ai commencé jeune. Et qu'à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas, je l'ai verbalisé. Et j'ai encore eu un défi il n'y a pas très longtemps où ma mère me racontait un truc de notre enfance qu'elle avait complètement déformé, elle l'avait refait à sa sauce pour que ce soit plus confortable pour elle. Et je lui dis, c'est pas comme ça que ça s'est passé, hein. Tu veux que je te raconte la réalité? C'était ça, 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 ça. Et ok. Elle a rien dit. Bah non. Inévitablement, vous avez sûrement des défis parentalité avec vos parents. Pour moi, qui ai beaucoup pratiqué la non-dite, donc pas avec ma mère, parce que j'ai tellement souffert de choses avec elle à un moment où je me sentais pas comprise, mais justement suite à le fait que j'étais amoureuse, voilà, c'est là où ça a commencé à 15 ans, que je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, parce que je vais pas fuguer de la maison à 15 ans, quoi. Mais j'étais dans une souffrance de malade à ce moment-là. C'était trop conflictuel. C'était tellement conflictuel à la maison que je me suis dit, il faut crever l'abcès, il faut faire quelque chose. Et comme j'étais pas capable de parler à ma mère, je lui ai fait une lettre. Et c'est ça qui, après, j'ai appris à communiquer avec elle. Et que la relation a pu être saine. Mais par contre, avec d'autres personnes, j'ai beaucoup pratiqué la non-dite dans ma vie. Pas exprimer, ne rien dire. Bah, croyez-moi que ça n'a jamais permis à une relation de s'améliorer. Si vous êtes encore dans un conte de fées où vous pensez que la personne va avoir son déclic d'elle-même, non. Elle a le beurre et l'argent du beurre. Puis elle ne devine pas. Parfois, elle ne voit pas que ce qu'elle fait vous fait du mal. Donc, il n'y aura jamais de situation dans la vie qui peut s'améliorer en communiquant pas. Les personnes ne vont pas deviner en face que vous êtes en souffrance, que vous n'appréciez pas si vous n'exprimez pas. Vous devez savoir exprimer les choses. Bien sûr, après ça, libre à la personne d'avoir envie de faire des efforts pour vous ou pas. Ça lui appartient. Il y a des personnes qui voudront faire des efforts pour vous et mettre les curseurs et les réglages, et d'autres qui veulent absolument pas. C'est que et ils sont pas prêts à faire des concessions et des efforts. Inévitablement, vous serez obligé de mettre une certaine distance avec ces personnes-là, parce que vous n'avez pas à subir. N'oublions pas que le pervers narcissique n'a en général, lui, aucune intention de changer. Il veut juste vous imposer sa méthode toxique de fonctionner. Donc c'est sûr que si dans le lot, vous avez parfois des pervers narcissiques, ne vous attendez pas à du changement de sa part. Mais il y en a certains que vous allez savoir les maîtriser à juste distance dans leur enclos et qui ne péteront pas les couilles.
Ça dépend des situations, ça aussi on analyse au cas par cas en coaching. En général, dans votre parcours de vie, on va vous présenter tous les cas de figure. Pour votre développement et votre transformation en papillon, on va vous présenter tous les cas de figure. Donc là, c'est un danger tout ce que je vous ai expliqué là, parce que c'est quand même une méthode toxique où vous allez quand même à la fin rester sous une emprise et vous sentir comme redevable ou continuer à vous, lunettes cœur, vous illusionner sur cette personne et dire oui mais quand même elle a fait ci. Ben oui mais elle vous a acheté du bateau, vous l'avez pas vu. Vous voyez, vous pouvez pas être dans cet aveuglement. Et ça c'est un énorme danger pour les runners, c'est que oui ils fonctionnent comme ça. Comme promis, et vous m'avez dit que vous aimiez cette idée, je lis un extrait de livre à la fin de la vidéo. Et cet extrait dit « Lorsqu'un enfant souhaite réussir quelque chose seul, il va devoir s'arracher à l'emprise de l'adulte. » J'ai ouvert au hasard, ça reparle de l'enfant parent. Vous voyez, c'est hyper synchro avec la thématique. Donc, lorsqu'un enfant souhaite réussir quelque chose seul, il va devoir s'arracher à l'emprise de l'adulte. L'énergie sera alors mise au service de la volonté et bientôt de la satisfaction des progrès accomplis, surtout si l'adulte est encourageant. Mais si l'adulte est trop inquiet à l'idée de voir l'enfant s'émanciper, alors le petit n'aura que 3 solutions. Petit 1, renoncer à son projet et subir des remords toute sa vie. Petit 2, nourrir de l'angoisse à l'idée d'échouer. L'adulte ne cessant de dire « Attention, attention à ne pas, attention !» Ou même nourrir de l'angoisse à l'idée de réussir. Oui, à cause du conflit de loyauté. Je ne peux pas contredire mon parent, je dois être loyal à mon parent. Donc il faut qu'il ait raison à la fin. Voilà. 3e solution, utiliser de l'agressivité envers l'adulte pour tenter de s'émanciper et s'extraire de cette prison. L'énergie qui, si elle ne peut s'exprimer, pourrait être dirigée vers quelqu'un de moins dangereux, plus vulnérable, un autre enfant, un jouet, un animal. Oui, parce que cette agressivité et frustration que l'enfant ressent d'être, vous voyez, parfois il va le diriger vers l'adulte, mais s'il a trop peur de l'adulte, il va la diriger vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus facile, plus vulnérable, là où il se sent en force, à l'école d'autres enfants, où il va prendre un bouc émissaire dans la maison. Cet extrait est un extrait de Jean-Charles Bouchoux, le livre Les violences invisibles. Vous le savez, je l'ai conseillé à beaucoup d'entre vous pour vous faire cogiter à ça. Vous allez peut-être comprendre vos mécanismes quand vous étiez enfant à cause d'un parent trop contrôlant, un parent qui voulait aussi peut-être trop vous mettre sous cloche et trop vous hyper protéger. Il y a des parents qui s'occupent pas du tout, qui sont beaucoup rien à foutre, démerde-toi, trop laxiste, pas d'éducation, comme la maman de ce runner-là, qui est dans une violence invisible parce que dans ce côté copine, ben, l'enfant n'est pas du tout protégé, il n'y a aucune protection. L'enfant est voué à lui-même, c'est le gros bordel. Et voyez tout ce que l'enfant subit de ce fait-là. Et le cas d'un parent trop hyper protecteur, trop contrôlant, c'est la même chose, c'est le même problème. L'enfant peut ni être bien dans un premier cas, ni bien dans l'autre. Quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire, c'est que ce runner ayant vécu comme ça, ce que ça a créé chez elle
plus tard, c'est de vouloir absolument avoir une famille soudée, et elle a trop cherché, elle a été trop contrôlante, elle a été dans l'autre extrême. Elle est allée dans l'autre extrême. Ouais, parce que de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai manqué, cette peur du manque, j'ai compensé en fonction de ça. Et ce runner, à un moment, entre le choix de repartir en couple avec son chaser et repartir en couple avec un autre homme, ben en fait, elle a fait le comparatif entre les deux de qui est le plus offrant. Et en fait, le problème de son chaser, c'est qu'il y avait un problème de religion et que la famille du chaser ne pouvait pas concevoir que leur fils se mette avec quelqu'un qui ne soit pas de cette religion. Donc il y avait une forme de blocage. Et le runner a vécu ça comme un rejet. On sait, la blessure de rejet est très importante chez le runner. Et donc, sa famille, à lui, me rejette. Ouais, non. Mais le chaser était prêt à mettre sa famille de côté et choisir son runner absolument. Ouais, mais non, non. Non, c'est pas ce que tu m'offres. Moi, mon Saint Graal, c'est avoir une famille du cœur. La famille du cœur, c'est la famille du bonheur. Joué dans les années 81. Ça m'intéresse pas. Par contre, là, je vais rencontrer un gars qui, lui, a une famille qui correspond à mes critères. Ouais, ça, c'est plus offrant. Je vais choisir ça. Donc toi, non, non, je vais pas te prendre. Je vais pas te prendre, toi. Et donc, c'est là où on retrouve tout ce que j'ai toujours dit. Et c'est ce que m'a dit le runner. Ta vidéo qui dit que le runner se met en couple, pas pour les bonnes raisons. Ben, c'est vraiment ça. Je me suis pas mis en couple pour les bonnes raisons. J'ai choisi en fonction des options. La famille. Moi, c'était ça que je voulais. Je me suis pas mis en couple par amour. J'ai pas choisi l'homme pour lui. Non, je l'ai choisi pour sa famille. Et vous voyez, tout ce que je vous dis dans les vidéos, ben, quand les runners écoutent mes vidéos, ils me disent « C'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai fait. » Comme quoi, je raconte pas que des conneries. Comme quoi, c'est les guidances, les tirages de cartes, c'est les soins énergétiques qui vous font avancer. À méditer. À cogiter. Je trouve ce récit tellement concret et précis que je me suis dit qu'il vous intéresserait. Je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.